Bonjour, je m'appelle Franck Renoir, je suis chirurgien dentiste, je travaille à Paris. J'ai une activité qui est limitée à la chirurgie des implants, chirurgie implantaire, et je vais vous parler du stress. Alors toutes et tous, nous avons des expériences avec le stress et j'en ai régulièrement dans mon activité chirurgicale. Et j'ai aussi une expérience un peu marquante. J'étais pilote d'hélicoptère, pilote privé d'hélicoptère. Et il y a des années, j'ai eu un accident au décollage, j'ai crashé un hélicoptère en tant que pilote. Et parmi tous les facteurs et cofacteurs qui ont expliqué cet accident et cette erreur de pilotage, il y a eu le stress. Et je vais vous expliquer au cours de cette discussion en quoi le stress peut modifier nos comportements cognitifs en particulier. Il existe plusieurs définitions pour le stress. La plus facile à comprendre, c'est de dire qu'on est stressé quand on a l'impression de ne pas pouvoir faire face. Et ce qui est étonnant, c'est que le stress désigne à la fois la situation, la personne, l'environnement qui va stresser, et puis notre état qui est de dire « je suis stressé par telle situation ». Et donc en fait, on a d'un côté des stresseurs et de l'autre côté la stressabilité. Et on a l'habitude de dire que le stress, c'est le stresseur par la stressabilité. Et notre stressabilité, on le verra, va varier selon les individus, son état physique, son état mental, le moment de la journée, les situations à affronter. Et en fait, c'est très simple. Le stress va entraîner des réactions physiologiques, psychologiques et comportementales pour permettre à l'individu de faire face à un danger, qu'il soit réel ou on le verra, supposé. Le stress va donc entraîner une série de modifications physiologiques et comportementales qui nous permettent d'affronter le danger. Le premier à avoir décrit les réactions face au stress, c'était Cannon en 1930. Les individus, les animaux, quand ils sont stressés, vont se préparer pour soit fuir, soit se battre. Plus récemment, dans les années 60, Laborie, un chercheur français, propose que sous l'action du stress, une troisième réaction est possible quand les deux premières ne sont pas disponibles. Ça va être l'inhibition qui fait qu'on va se laisser aller, on va arrêter d'affronter le danger. Quand on est donc face à un danger, il va falloir se défendre ou se battre. La modification physiologique interne, l'homéostasie, va tout mettre en œuvre pour privilégier les muscles rouges, pour soit se battre, soit fuir, au détriment des autres organes périphériques qui sont moins nécessaires. Par exemple, c'est pour ça que la salive tend à disparaître, c'est pour ça que l'audition va devenir moins efficace, c'est pour ça que la vision périphérique va se réduire, c'est pour ça que éventuellement la vision des couleurs va être moins pertinente et ça a été montré chez des pilotes de chasse. Et donc on va avoir toute une série de modifications. Imaginez-vous dans la savane face à un lion, eh bien il va falloir tout mettre en œuvre, soit pour se battre si c'est un petit lion, soit pour fuir si c'est un gros lion. Et quand on n'a pas d'autre solution, quand on n'a pas de possibilité, comme le lapin dans les phares de la voiture, on va s'inhiber, on va se tétaniser. Dans les réactions physiologiques du stress, la priorité est de nourrir les muscles rouges pour pouvoir soit se battre, soit fuir. Eh bien, cette libération de glucose importante va nous donner une sensation de satiété. Et quand on a un problème à affronter en fin de journée, on peut passer toute la journée en n'ayant plus faim, en ayant perdu l'appétit, non pas parce que nous sommes rassasiés physiologiquement, mais parce que nous avons la sensation de satiété à cause de la libération très forte du glucose pour privilégier les muscles rouges. Pour comprendre l'inconvénient du stress, il faut imaginer que le stress est un peu comme la douleur. C'est une réaction normale qui sert à nous protéger. Quand on met la main sur une plaque chaude et qu'on la retire, on a une douleur, on n'est pas très content, mais ça nous a protégés contre une destruction plus importante de la main. Les douleurs organiques vont nous prévenir d'une appendicite, d'une rage de dents, etc. Et encore une fois, ce sont des signaux d'alerte. Maintenant, quand on arrive à des douleurs chroniques, à ce moment-là, on va avoir l'organisme qui va s'épuiser petit à petit. Et bien avec le stress, c'est pareil.
Tant que le stress nous aide à nous protéger contre des situations dangereuses, il est plutôt favorable. Quand le stress devient chronique parce que la situation globale qui nous entoure est difficile à gérer, petit à petit, il risque de s'épuiser. On peut passer dans l'inhibition décrite par Laborie et qui peut aboutir à la dépression ou au burn-out. La question de savoir s'il y a un bon ou un mauvais stress est une longue discussion qui sépare les personnes qui travaillent sur le stress, et on pourrait dire que c'est un problème de sémantique. Si jamais le stress est considéré comme avoir peur de ne pas pouvoir faire face, on pourrait dire que le stress n'est jamais positif, il est plutôt inhibiteur. Et cette notion de bon stress devrait être peut-être changée en terminologie, et c'est ce qu'on appelle la métacompétence. La métacompétence, c'est la mise en œuvre de toutes les ressources internes, psychologiques, physiques, pour faire face à une épreuve. On imagine le skieur qui s'isole avant de faire sa descente et qui va fermer les yeux et qui va préparer sa descente en se remémorant, en anticipant tous les passages. L'idéal pour lui serait de ne pas être stressé, mais d'être au contraire extrêmement concentré. Aujourd'hui, de plus en plus, les sportifs de haut niveau, les gens qui ont des actions à haut risque comme les commandos, les pilotes de chasse, etc., ont développé des techniques pour justement lutter contre le stress qui est a priori tout le temps quelque chose de négatif. La question de est-ce qu'on peut vivre sans stress reviendrait à se poser la question est-ce qu'on peut vivre sans douleur? On s'aperçoit que c'est pas possible. Les malheureux enfants qui ne ressentent pas la douleur ont bien souvent des espérances de vie assez courtes parce qu'ils n'ont pas ces signaux d'alarme qui vont dire qu'il y a une fracture, qui vont dire qu'il y a une appendicite, qui vont dire qu'il y a une infection quelque part. De la même manière, ne pas avoir de stress va rendre extrêmement difficile la vie des individus puisqu'ils ne vont pas avoir les signaux d'alarme pour dire que, attention, ce pont est dangereux, attention, il y a une voiture qui arrive vite, attention, il y a un bruit bizarre qui vient derrière dans une ruelle peu éclairée. Le stress fait partie de notre vie, c'est encore une fois une protection, même si c'est pas toujours très agréable, comme la douleur n'est pas très agréable. Mais évidemment, ce qu'il faut rechercher, c'est éviter l'excès de stress qui a des effets délétères, comme nous l'avons vu précédemment. Il y a le problème chez l'humain, c'est que 90% de son stress est d'origine interne, est endogène. C'est-à-dire que 90% du stress chez l'humain n'est pas lié à un danger réel, mais est lié à une anticipation d'un possible danger. On peut prendre de multiples exemples. Vous allez passer un examen, vous avez une intervention médicale à faire, et tout ça va vous créer du stress, alors que le danger n'est pas encore là. Le grand souci, c'est que les modifications, l'homéostasie préparatoire au danger vont se mettre en route. Donc il faut comprendre que chez l'humain, dans 90% des fois, la raison du stress n'est pas un danger réel, mais par contre, les modifications du stress vont se mettre en route, comme si on était en face de notre lion au milieu de la savane. Là est le problème du stress chez l'humain. On a vu que quand on est stressé, on avait une modification physiologique qui permettait d'améliorer la vascularisation des muscles rouges, soit pour se battre, soit pour fuir. Mais au niveau du cerveau, il va aussi y avoir quelques transformations et qui vont nous permettre de nous adapter à la menace. Pour faire simple, on va expliquer le cerveau, non pas selon la vieille théorie du cerveau préfrontal, du cerveau limbique et du cerveau reptilien. On sait que ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, tous les travaux montrent que la fonction cognitive travaille plus par des systèmes, c'est-à-dire que les différentes structures anatomiques vont travailler ensemble. Mais on va prendre un modèle extrêmement simple pour expliquer ce qu'il va se passer en cas de stress au niveau du cerveau. On va imaginer que le cerveau travaille avec trois entités qui vont travailler plus ou moins ensemble. La première, c'est le cerveau intelligent. Alors, on a l'habitude de le situer au niveau du préfrontal, et ce cerveau intelligent va nous permettre de trouver des solutions à des situations nouvelles, va nous permettre d'avoir de la créativité, et puis va nous permettre aussi de mettre dans la balance la dangerosité de différentes situations, différentes options.
après avoir reçu les informations de l'extérieur, et une fois que la bonne décision, la décision la plus rationnelle a été prise, ce cerveau intelligent envoie les ordres de mission dans les parties postérieures du cerveau. Une deuxième partie du cerveau à considérer, c'est l'administrateur. Alors l'administrateur, lui, il va gérer différentes choses, la relation sociale, il va aussi gérer les boutons électriques pour l'homéostasie, envoyer des hormones, etc. Et puis il a aussi la fonction de gérer la routine. Alors probablement, vous êtes-vous déjà rendu compte qu'en conduisant, au bout d'un moment, vous aperceviez que vous aviez franchi une grande distance, et puis à un moment vous dites « mais comment ça se fait que je suis déjà là ? J'ai pas l'impression d'avoir fait tout ce trajet. » Et en fait, c'est votre cerveau routine, c'est l'administrateur qui se met en place. Et vous avez certainement toutes et tous déjà eu cette expérience de travailler, de faire des choses de façon rationnelle, de façon efficace, alors que vous n'y prêtez pas attention. Et je dois avouer que parfois, ça m'arrive de faire des chirurgies avec l'esprit qui vagabonde un peu. Mais c'est normal, c'est comme ça. On ne peut pas être tout le temps en travail avec le cerveau intelligent, et c'est Fradin qui a très bien montré que 20% seulement du temps est occupé par le cerveau préfrontal, mais 80% de notre activité est gérée par la routine, le cerveau automatique. L'administrateur, il a aussi une fonction, c'est de gérer la mémoire. Alors c'est la mémoire de travail, vous avez les dossiers qui sont sur le bureau, prêts à être utilisés. Et puis la mémoire à long terme, c'est-à-dire que c'est l'administrateur qui va descendre à la cave, aux archives, pour aller rechercher des informations que vous avez, que vous connaissez, vous avez appris il y a bien longtemps, mais comme vous ne les utilisez pas tous les jours, eh bien elles ne sont pas disponibles. Et puis on a une troisième partie qui est le bodyguard. Alors comme son nom l'indique, le bodyguard, il est là pour nous protéger. Bodyguard, c'est lui qui va prendre la fonction pour, en cas de stress, en cas de danger, soit pour se battre, soit pour fuir. Alors ce bodyguard, il est extrêmement efficace et il est toujours vigilant. Il faut savoir que le cerveau analyse à peu près 4 fois par seconde les informations qui nous viennent de l'extérieur, par nos différents sens, pour savoir si jamais il y a un danger ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de stress ? Eh bien, donc, le stress, c'est une réaction que l'on a pour se défendre face à une menace, face à un danger. Eh bien, quand on est stressé, dans la mesure où il va falloir réagir de façon assez rapide face à cette menace, on va avoir tendance à limiter l'accès au cerveau intelligent, voire à l'arrêter complètement. Et là, c'est l'administrateur qui peut prendre le relais. Et l'administrateur, lui, donc il va travailler en routine, c'est sa fonction. Et la routine, elle peut être appropriée si jamais vous avez fait des simulations, si vous êtes entraîné, si vous avez fait des répétitions, ou la routine peut être non adaptée à la situation. Il faut savoir aussi que quand on est stressé, l'administrateur, il n'a plus le temps de descendre à la cave, chercher les dossiers de la mémoire à long terme. C'est-à-dire, si vous n'avez pas préparé, anticipé votre action avec des concepts comme le concept « et si », et si j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? Et si jamais j'ai une hémorragie, qu'est-ce que je fais? Et si jamais il y a une panne moteur au décollage, qu'est-ce que je fais? Etc., etc. Donc, l'anticipation permet de gérer ce niveau de stress. Et puis, quand on est vraiment très stressé, là, c'est le bodyguard qui prend le dessus. Et le bodyguard, sa fonction, c'est de protéger. Donc lui, il réfléchit pas, il vous prend par la peau du dos, et soit il vous force à vous battre, soit au contraire, il va vous prendre pour vous sortir de la situation. Alors c'est sûr que quelquefois, quand on est très stressé, on est capable de dire des choses qu'on regrette après parce qu'on est complètement dans l'énervement, dans l'agressivité. Mais aussi, on peut avoir, sous l'effet du stress, avoir besoin de s'échapper. Et en fait, quand je dis « on », ce n'est plus conscient, c'est la partie de notre cerveau qui va gérer, qui va nous protéger. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et alors on peut se dire, oui, mais dans une chirurgie, je peux pas quitter. J'ai un problème pendant ma chirurgie, je vais pas quitter le bloc opératoire précipitamment. Non, mais par contre, ce qu'on est capable de faire, parce que le bodyguard est là en disant, allez, on s'en va, c'est de précipiter la chirurgie. Et c'est de ne plus respecter les consignes de sécurité, et puis d'aller le plus vite possible pour pouvoir sortir de notre état. Et par exemple, de voir sur une suture profonde qui n'a pas l'air d'être très bien, c'est dire bah non mais ça va aller quand même. C'est d'être en atterrissage dans votre Cessna, et puis vous êtes paniqué pour une raison quelconque, et puis à ce moment-là, la checklist elle est plus nécessaire, comme par hasard, et vous oubliez de sortir les volets.
ou de sortir le train. Donc vous voyez que quand on est vraiment très stressé et qu'on laisse le bodyguard prendre la direction des opérations, ben là ça va pas bien se passer parce que on ne va plus être capable de contrôler nos actions, de contrôler, d'utiliser les checklists quand c'est nécessaire, d'utiliser les outils de sécurité qu'on a sur notre table d'opération et qu'on a l'habitude d'utiliser, mais là d'un seul coup ils deviennent inintéressants, inopérants et sans aucun intérêt. Et parce que, encore une fois, le bodyguard vous prend et vous dit « maintenant on sort ». Donc vous comprenez que le stress peut avoir des actions multiples sur notre cerveau, et la première des actions, c'est la limitation, voire l'impossibilité d'accès au cerveau intelligent. Le stress va nous réduire notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Et va, la plupart du temps, dans le meilleur des cas, va donner la main à l'administrateur, d'où l'intérêt des répétitions et des simulations, ou dans le pire des cas, va donner la main au bodyguard, et là, advienne ce que pourra. Pour expliquer ce que c'est que la tunnelisation, on voit bien en fait cet entonnoir, et on va rentrer dans un entonnoir, et petit à petit, notre cerveau va prendre la capacité de prendre des décisions intelligentes. Pour comprendre le phénomène de tunnelisation, on peut prendre l'exemple de l'aviation légère, où vous avez un pilote qui doit aller de A à B, 2 aérodromes, il prépare tout comme il faut, il a ses aérodromes de déroutement, et puis quand il commence son vol, en fait il a sous-estimé le vent de face, et petit à petit il voit la jauge à essence qui commence à descendre dangereusement. La famille dans l'avion, donc il a encore plus cette sensation de devoir protéger, et puis petit à petit le stress va commencer à monter, et puis peut-être, tiens, il est parti un peu tard, et le soleil commence à descendre, il se dit est-ce que je vais arriver? Son avion va moins vite, et le stress augmente, et à un moment, on va rentrer dans cette fameuse tunnelisation, alors que les aérodromes de déroutement sont là, qu'il les avait prévus au départ, et ben petit à petit, ce pilote, malheureusement, va s'enfermer dans ce cône, et va ne plus être capable de réagir sainement, et de se dire, bon tiens, là maintenant, la situation n'est pas correcte, on va se dérouter. Et les études montrent que plus on est proche du final, plus il est difficile de prendre la décision de se dérouter pour se mettre à l'abri. Voilà, la tunnelisation est un phénomène cognitif qui est extrêmement désagréable et contre lequel il faut lutter. Et on reviendra tout à l'heure sur les solutions contre le stress, et en particulier en donnant à d'autres personnes autour de nous la possibilité de nous rattraper et de nous faire sortir de notre tunnelisation, de notre tunnel, pour permettre de prendre l'échelle, remonter vite au préfrontal et prendre des décisions intelligentes. Comment diminuer les stresseurs? Certains stresseurs sont inévitables. Une hémorragie importante pendant une chirurgie, une alarme dans une centrale nucléaire, un feu dans un cockpit d'avion, ça ce sont des stresseurs qui sont non prévisibles et qui sont difficiles à éviter. Par contre, il y a une série de stresseurs qui encombrent nos activités professionnelles et qui sont facilement évitables en utilisant en particulier le concept des facteurs humains et organisationnels. Les facteurs humains et organisationnels ont été développés en étudiant rétrospectivement des accidents ou des incidents et en montrant que pratiquement à chaque fois, le comportement humain, l'attitude humaine, les décisions humaines erronées avaient été à l'origine de ces complications ou de ces incidents, de ces problèmes. Et on peut utiliser ces facteurs humains organisationnels dans nos pratiques pour limiter le nombre de stresseurs. Ce sont par exemple utiliser systématiquement des checklists et vérifier ainsi que le patient a la bonne médication, que l'on décolle avec de l'essence. Donc la checklist est un verrou de sécurité incroyable et qui permet d'éliminer un grand nombre de stresseurs en limitant le nombre d'erreurs et d'accidents. Et puis on a la communication sécurisée, la manière dont on va discuter, on va parler, on va communiquer dans une équipe, dans un bloc opératoire, dans un cockpit d'avion, dans une centrale nucléaire, dans un bureau. Il y a plein d'autres choses comme ne pas interrompre les tâches. En Australie, à Sydney, une étude a été faite sur un grand nombre d'infirmières. On a montré que interrompre la tâche, c'est-à-dire quelqu'un est en train de faire une action et puis on vient, on va discuter, on va lui poser une question. Eh bien, on a montré que ces infirmières augmentaient par 12% les erreurs procédurales et les erreurs cliniques après avoir été interrompues. Et la même étude a été faite sur des internes, 14%
de plus d'erreurs médicales, d'erreurs de diagnostic après interruption de tâche. Donc on voit que la communication sécurisée, comme je vous disais, l'interruption de tâche, la diminution des gradients d'autorité, c'est-à-dire permettre à toutes les personnes dans l'équipe de pouvoir s'exprimer, et tous ces points que vous retrouverez sur la chaîne YouTube Les Enfants du Facteur, tous ces points sont extrêmement efficaces. On a des études qui sont très très parlantes en médecine ou en aviation et qui montrent que l'on peut diminuer de façon extrêmement efficace les stresseurs en utilisant ces concepts. Le but, ce n'est pas de ne plus avoir de stress, mais d'éviter tous ces petits stress, toutes ces petites choses qui vont venir s'accumuler à longueur des journées, qui vont perturber nos activités professionnelles. On a vu donc que le stress, c'est le produit des stresseurs par la stressabilité. Et on a une action extrêmement forte sur la diminution des stresseurs, en particulier par le concept des facteurs humains et organisationnels. Pour la stressabilité, il y a plusieurs possibilités pour diminuer notre réceptivité au stress. La première chose, c'est d'accepter le stress. D'accepter le stress comme une évidence, et puis de ne pas hésiter à en parler, à se livrer, à partager. Et bien souvent, le fait de relativiser notre stress et notre évaluation de la situation va diminuer cette sensation désagréable que l'on peut avoir. Et puis, il existe des formations et des solutions qui sont souvent basées de la sophrologie, de la méditation, et qui permettent de travailler sur soi-même pour diminuer notre stressabilité. Une des précurseurs de ces techniques, c'est Edith Perrault-Pierre, qui était médecin général des armées et qui a développé les techniques d'optimisation du potentiel, à l'origine pour les pilotes de chasse, et c'était opérationnel. Et ça reste opérationnel, c'est-à-dire que ce sont des techniques qu'on peut utiliser en étant en action. On n'a pas besoin de s'arrêter, d'aller s'allonger pendant un quart d'heure. On est en action, on est capable de se ressourcer et de reprendre le contrôle de notre cerveau, demander à notre cerveau intelligent de reprendre le contrôle et pas laisser le bodyguard ou l'administrateur travailler dans leur coin. Et donc, les techniques d'optimisation du potentiel, qui à l'origine pour les pilotes de chasse, puis les contrôleurs aériens, après ont été utilisées par les commandos, et maintenant les sportifs, les médecins, tout le monde peut utiliser ces techniques. Alors il y a celle-là, il y en a d'autres qui existent aussi et qui sont tout aussi efficaces. Une des façons quand même pas les plus efficaces, mais en tout cas extrêmement convaincantes pour limiter le stress, c'est la préparation, c'est l'anticipation. C'est prendre le temps d'envisager la situation, de la relativiser, de reprendre tous les éléments, de permettre à notre administrateur d'aller aux archives chercher les éléments pour pouvoir analyser notre situation. La préparation. Préparer, c'est vraiment une des solutions extrêmement efficaces, non pas pour éviter le stress, parce que, encore une fois, le stress fait partie de notre vie, mais pour limiter les impacts négatifs du stress. Connaissons tous ce fonds de médecine autoritaire, un commandant de bord autocrate ou un chef de service qui impose beaucoup de pression sur ses collaborateurs. Si cette pression est possible, c'est parce que dans certaines cultures, comme la culture sud-européenne, et en France en particulier, il existe des grandes distances hiérarchiques entre les individus. Et pour ça, il suffit de s'apercevoir qu'on a l'habitude de qualifier les personnes qui sont supérieures par des N+, et les subordonnés par des N-. Et alors cette différence hiérarchique va permettre donc d'imposer des points de vue et des façons de faire aux personnes qui sont les subordonnés. C'est une réaction physiologique et cognitive de défense face à un danger, face à une menace. Une des conséquences du stress, c'est la limitation, voire l'impossibilité d'avoir accès au cerveau préfrontal, au cerveau intelligent. Donc les personnes qui sont stressées vont au mieux appliquer la routine, faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais ils sont incapables de faire preuve de créativité et de prendre des décisions nouvelles, intelligentes, adaptées à des problèmes nouveaux. Et on voit que générer du stress sur les collaborateurs est complètement contre-productif. Ça n'a absolument pas l'effet désiré, et ce n'est pas parce qu'on va mettre de la pression et encore plus de pression que les personnes vont offrir ce qu'ils ont de mieux entre eux. Bien au contraire,
Ils vont au contraire se renfermer et être incapables de participer de façon efficace au travail de l'équipe. En conclusion, vous retiendrez que le stress survient quand on a l'impression de ne pas pouvoir faire face. C'est donc une notion relative qui va dépendre de l'importance des stresseurs et puis de notre stressabilité. Les stress vont varier en fonction des individus et pour un même individu au cours de la journée, au cours de la semaine. Refuser son stress n'est pas une solution parce que le stress existe, il est inscrit dans nos gènes. Les stress s'accumulent au cours des journées, au cours des semaines de travail. Il est important de pouvoir en parler, de pouvoir relativiser. Et puis il existe des techniques comme les techniques des facteurs humains et organisationnels qui permettent de réduire le nombre des stresseurs ou de réduire leur impact, leur importance. Et il existe aussi des techniques qui permettent de travailler sur sa propre stressabilité. Et puis quand vous sentirez les prémices du stress, les mains qui se mettent à trembler un peu, la bouche un peu sèche, sans la boule au ventre, etc. N'oubliez pas qu'il faut à ce moment-là redonner toute son importance à la partie intelligente de notre cerveau et ne pas laisser le bodyguard ou l'administrateur prendre à ce moment la direction des opérations. Et puis gardez en tête que dans un cockpit d'avion ou d'hélicoptère, quand il y a un incendie, la première chose à faire, c'est de piloter, c'est de continuer à piloter. Et quand on sent que le stress monte et que ça devient invalidant, n'oubliez pas, continuez à piloter. Et petit à petit, vous allez faire des exercices, des respirations, baisser les épaules, apprendre toutes ces choses. Et vous allez permettre à votre cerveau intelligent de prendre la petite échelle, de remonter au préfrontal et de reprendre la direction et de reprendre le manche des opérations.